Bien, merci. Merci de m'avoir invité. Votre nouvel album est le meilleur démarrage de toute votre carrière dans les classements Billboard. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. 72. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un album aussi bien classé à ce stade de votre carrière? Absolument merveilleux. Lorsque Artha Franklin est décédée, sa famille a découvert 3 testaments manuscrits cachés dans sa maison. Mais le plus grand choc n'était pas l'argent ou le manoir. C'était un secret sur ses 2 fils aînés qu'elle avait gardé enfouis pendant 60 ans. La vérité était écrite de sa propre main, et cela a changé tout ce qu'il pensait savoir. Sa famille vivait avec des mensonges, et maintenant ils sont enfin prêts à dire au monde ce qui s'est réellement passé. Artha Louise Franklin est née le 25 mars 1942 au 406 Lucy Avenue à Memphis, Tennessee. Elle a été mise au monde directement au domicile de sa famille. Son père, Clarence Levon Franklin, était déjà train de devenir l'un des pasteurs baptistes les plus puissants du pays. Les gens l'appelaient l'homme à la voix d'1 million de dollars parce que ses sermons étaient si émouvants qu'il était payé des milliers de dollars pour des apparitions à travers l'Amérique. Sa mère, Barbara Cygers Franklin, était une chanteuse et pianiste de gospel douée. Mahalia Jackson elle-même a dit un jour que Barbara était l'une des meilleures chanteuses de gospel du pays. Quand Artha avait 2 ans, la famille a déménagé à Buffalo, New York. À l'âge de 5 ans, il s'était installé à Détroit, où son père est devenu pasteur de la célèbre église baptiste New Bethel. Leur maison s'est rapidement remplie de visiteurs comme Martin Luther King Jr., Jackie Wilson, Sam Cooke, Clara Ward, James Cleveland et Mahalia Jackson. Pour les étrangers, la famille Franklin semblait bénie. Mais derrière les portes, des fissures se formaient déjà dans le monde de la jeune Artha. 1948, quand Artha avait seulement 6 ans, le mariage de ses parents s'est effondré. Barbara a quitté Détroit parce qu'elle ne pouvait plus vivre avec les infidélités répétées de son mari. Elle a emmené son fils Vaughn avec elle à Buffalo, laissant derrière elle ses 4 autres enfants. Pour beaucoup de gens, il semblait qu'elle les avait abandonnés. Mais la vérité était différente. Barbara est restée contact, rendant souvent visite à Détroit et emmenant les enfants à Buffalo pendant les vacances d'été. Elle travaillait dans un magasin de musique, donnait des cours et se formait comme aide-infirmière. Le mariage n'a jamais été officiellement rompu, laissant la famille dans des limbes incertains. Puis vint le coup le plus dévastateur. Le 7 mars 1952, quelques semaines avant le 10e anniversaire d'Artha, Barbara est décédée d'une crise cardiaque massive à seulement 34 ans. La perte a laissé Artha, âgée de 9 ans, sans sa mère, brisée et vulnérable. Elle s'est appuyée sur sa grand-mère, Rachel, et la légende du gospel, Mahalia Jackson, qui l'ont aidée à l'élever. Cette blessure de perte précoce est restée avec Artha pour toujours, façonnant l'émotion dans sa musique qui a touché des millions de personnes. La vie à l'intérieur de la maison Franklin était bien plus compliquée que les étrangers ne l'auraient jamais imaginé. Derrière la puissante voix de son père, à la chair, se cachaient des histoires troublantes qui brossaient un tableau plus sombre. L'allégation la plus choquante provenait de Memphis 1940, 2 ans avant la naissance d'Artha, lorsque C.L. Franklin aurait mis enceinte une paroissienne de 12 ans nommée Mildred Jennings, qui a ensuite donné naissance à une fille, Carol Ellen Kelly. Au fil des ans, d'autres ont décrit l'environnement de l'Église comme chaotique et scandaleux. Ray Charles, qui a passé du temps chez les Franklin, a dit que cela ressemblait à un cirque où les orgies étaient courantes et a ajouté que Franklin était avec des hommes et des femmes. Dans la biographie de David Ritz, Charles se souvenait avoir été stupéfait de voir à quel point tout était lâche et ouvert. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Franklin était lié au trafic de drogue de Détroit et avait même pris des dispositions pour que de jeunes filles de sa congrégation soient avec des hommes plus âgés.
Les rumeurs n'ont fait que se renforcer lorsque 1969, C.L. Franklin a été abattu à 2 reprises à bout portant lors de ce qui a été appelé une tentative de vol. Beaucoup soupçonnaient que c'était lié à ces transactions secrètes. Pour Arta, grandir dans cette maison signifiait être entouré à la fois de la grandeur du gospel et d'une corruption troublante. Au milieu de ce chaos, l'Église elle-même est devenue le refuge d'Arta. C'est là que son don extraordinaire pour la musique a d'abord stupéfié tous ceux qui l'entouraient. Smokey Robinson se souvenait l'avoir entendu chanter à l'âge de 4 ans. À 7 ans, elle jouait déjà des accords 15 complexes au piano à l'oreille sans une seule leçon formelle. Pendant les services, son père la faisait se tenir sur une chaise afin que toute la congrégation puisse voir la petite fille à la voix géante. À seulement 10 ans, peu après la mort de sa mère, Arta a chanté son premier solo à New Bethel avec l'hymne « Jesus be a fence around me ». À 12 ans, son père a commencé à l'emmener dans ses tournées de caravane gospel à travers le pays. À 14 ans, JVB Records a sorti son premier single, « Never Grow Old », avec « You Grow Closer » de l'autre côté. Malgré les ténèbres dans sa maison, l'Église a donné à Arta à la fois sa formation et sa chance de s'élever. Mais il y avait aussi un secret qu'Arta a gardé pendant la majeure partie de sa vie. À seulement 12 ans, elle est tombée enceinte et a donné naissance à son premier fils, Clarence, 1955. Elvis, elle l'a nommé d'après son père. Pendant plus de 60 ans, l'identité du père de Clarence a été gardée cachée. Beaucoup soupçonnaient que c'était C.L. Franklin, mais son frère Sel a dit plus tard que ce n'était qu'un garçon de son école. D'autres ont pointé du doigt Edward Jordan, Senior, que Arta décrirait plus tard dans son testament comme un coureur de jupons. Certains récits suggèrent qu'elle avait été agressée lors d'une des fêtes de son père, la laissant renfermée et silencieuse. À 14 ans, elle est retombée enceinte et a donné naissance à son deuxième fils, Edward, du nom d'Edward Jordan Sr. Dans ses propres mémoires, elle a minimisé ses années douloureuses, les qualifiant de pas si importantes, mais la vérité était bien plus compliquée. Son premier album a été enregistré en 1956, alors qu'elle avait 14 ans, juste à l'intérieur de l'église baptiste New Bethel. 9 titres ont été capturés direct sans astuce de studio, sortis plus tard sous le nom de Songs of Faith. Le producteur Jerry Wexler a décrit sa voix d'adolescente comme n'étant pas celle d'un enfant, mais celle de quelqu'un avec un pouvoir d'un autre monde. Pendant Precious Lord, une voix du public peut être entendue disant « Écoutez-la ». Elle était déjà mère de 2 enfants, mais sa voix sonnait à la fois lasse et mystique, portant des émotions bien au-delà de son âge. Pendant ces années, elle s'est rapprochée de Sam Cooke, qui avait 23 ans lorsqu'il l'a rencontré chez les Franklin. Il venait de commencer à passer du gospel à la musique pop, et son exemple a montré à Arta ce qui pourrait être possible. Certains disent même que Cooke a écrit « Tu m'envoies pour elle ». Quincy Jones s'est souvenu que Dinah Washington appelait Arta la prochaine lorsqu'elle était encore une enfant. À 18 ans, Arta a dit à son père qu'elle voulait suivre la voie de Cooke. Il a accepté et en 1960, elle a déménagé à New York pour poursuivre son rêve. Son père l'a aidé à préparer une démo de 2 chansons qui a atteint Columbia Records. Au même moment, Barry Gordy la voulait, elle et sa sœur Irma, pour son nouveau label Tama. Et Sam Cooke a essayé de l'amener chez RCA Victor, mais son père a refusé Gordy, disant que Tama était trop nouveau. Et Arta a choisi Columbia. Elle a signé comme ce qu'on appelait un artiste à 5%, montrant que le label ne la voyait pas encore comme une valeur sûre. Elle a été coachée par le chorégraphe Charlie Atkins pour améliorer sa présence sur scène. Et septembre 1960, son premier single, Columbia, Today I Sing the Blues, a atteint le top 10 du classement RB. Le premier album laïque d'Arta Franklin est sorti janvier 1961 sous le titre Arta avec le Ray Bryant Combo. Elle n'avait que 18 ans, un prodige du gospel entrant dans un monde bien différent de la musique qui lui venait naturellement. Le disque était un étrange mélange de jazz standard, de blues et de doo-wah.
laissant beaucoup de gens incertains quant au type d'artiste qu'elle était censée être. Un instant, elle chantait le morceau de rhythm and blues enflammé Won't Be Long, et l'instant d'après, elle reprenait Over the Rainbow. Les changements soudains entre les styles semblaient décousus et déroutants, presque comme si le label lui-même n'avait aucune idée de qui était vraiment Arta. Columbia Records l'avait placée entre les mains de dirigeants qui ont essayé de la faire entrer dans toutes les cases possibles sans se rendre compte de celle à laquelle elle appartenait. Les critiques ont décrit l'album comme ayant une ambiance aléatoire, et beaucoup l'ont plus tard considéré comme un signe avant-coureur des luttes qui allait de la suivre pendant ces années Columbia. Au lieu de laisser sa voix s'envoler à travers les fondations gospel soul qui la définissaient, Columbia l'a forcée à chanter des chansons qui semblaient étrangères, la préparant à une longue période de frustration. La même année, quelque chose d'inattendu s'est produit. Arta a enregistré Rockabye Yo Baby with a Dixie Melody, une chanson écrite pour la première fois, 1918, par Jane Schwartz, avec des paroles de Sam M. Lewis et Joe Young. Elle avait déjà été un succès numéro 1 pour Al Jolson, 1918, et avait valu à Jerry Lewis un disque d'or dans le top 10, 1956. Lorsque Arta a sorti sa version 1961, elle a grimpé à la 37e place du Billboard Hot 100 et à la 24e place dans Cashbox, atteignant également le top 40 Australie et au Canada. C'est devenu son premier succès international. Le magazine Downbeat l'a nommée nouvelle star féminine avant la fin de l'année. Pourtant, l'ironie était difficile à ignorer. Sa percée n'est pas venue de ses racines gospel ou blues naturel, mais d'un standard de Tin Pan Alley vieux de plusieurs décennies qui l'obligeait à retenir le style même qui la rendait unique. Le succès n'a fait que convaincre Columbia de continuer à la pousser davantage dans le matériel jazz pop, une direction qui ne reflétait pas son véritable pouvoir. Derrière cette confusion se cachait l'incompréhension profonde d'Arta par Columbia. John Hammond, le légendaire découvreur qui avait découvert Billie Holiday et Count Basie, l'a signé 1960 tant qu'artiste à 5%, le niveau le plus bas de l'industrie. Il la voyait comme une star de jazz, ignorant complètement ses fondations gospel. Le label l'a associé aux producteurs Clyde Otis et Robert Murdy, tous deux connus pour avoir travaillé avec Andy Williams et Barbara Streisand, dont les styles étaient complètement à l'opposé de la voix naturelle d'Arta. Au lieu de la traiter comme une artiste, Columbia la traitait comme une starlette, lui confiant des ballades de Broadway, des numéros de rhythm and blues pour adolescents et des standards de la pop. Dans une tournure douloureuse, Berry Gordy avait autrefois essayé de signer Arta et sa sœur Irma pour son label Tama, qui est devenu plus tard Motown. Son père a refusé l'offre parce qu'il pensait que Tama était trop petit à l'époque. Pendant qu'Arta était étouffée chez Columbia, ses amis de Détroit, chez Motown, profitaient d'un succès après l'autre. Même au milieu des faux pas de Columbia, le véritable talent d'Arta a quand même réussi à percer par éclair. Son single « Won't Be Long » est devenu son premier à atteindre le Billboard Hot 100 et a grimpé à la 7e place du classement RB Janvier 1961. La chanson a ouvert son premier album avec une énergie RB brute, faisant allusion à l'artiste qu'elle était censée être. Un autre morceau, Operation Heartbreak, sorti face B de Rockabye Your Baby, a également connu du succès dans les classements RB. Les deux chansons portaient l'ADN gospel soul qui a plus tard défini ces années atlantiques, mais Columbia n'a jamais reconnu ce qu'elles avaient. Les critiques pouvaient entendre son pouvoir, mais le label a continué à la diriger vers un matériel plus sûr, ignorant la mine d'or assise dans leur catalogue. Entre 1961 et 1966, Arta a sorti 10 albums sous Columbia, mais n'a réussi qu'un seul succès dans le top 40 au cours de ces 5 années. Lorsque son contrat a pris fin novembre 1966, elle devait faire de l'argent au label parce que les ventes avaient été si mauvaises. La frustration était écrasante. Elle était exaspérée par une entreprise qui ne la comprenait pas, piégée tout regardant ses pairs de Motown prospérer.
Les producteurs allaient et venaient, aucun d'eux ne comprenant la musique soul qui sortait d'elle. À la fin de 1966, elle avait 28 ans, portant la voix d'une déesse, mais étant déjà considérée comme une has-been. Tout a changé lorsque Jerry Wexler d'Atlantic Records l'a signé novembre 1966. À l'époque, Arta était considérée comme un échec commercial. Pourtant, Wexler a vu ce que Columbia avait manqué. Il avait lui-même inventé le terme rhythm and blues des années plus tôt, tant qu'écrivain pour Billboard. Au lieu de la forcer à entrer dans un moule, Wexler l'a amenée au Fame Studio à Muscle Shoals, Alabama, et l'a laissé façonner son propre son avec la section rythmique de Muscle Shoals. Le résultat a été immédiat. Janvier 1967, elle a enregistré I Never Loved a Man the Way I Love You, sorti février. La chanson a grimpé au numéro 1 douane dans le classement RB et au numéro 9 du Billboard Hot 100. L'album du même nom s'est finalement vendu à près de 2 millions d'exemplaires et a été certifié or, transformant Arta presque du jour au lendemain. Plus tard cette année-là, elle a enregistré Respect d'Otis Redding et elle a réimaginé un hymne pour le féminisme et le mouvement des droits civiques. Alors que Redding l'avait chanté comme une demande d'un homme à une femme, Arta l'a transformé en un appel pour que les femmes et les Afro-Américains soient traités avec dignité. La chanson a passé 4 semaines au numéro 1 du classement RB et a atteint le numéro 2 du classement pop. Sa décomposition orthographique recetée et ses sections d'appels et de réponses sont devenues emblématiques. L'impact culturel de la chanson était énorme et le lien personnel d'Arta avec le mouvement des droits civiques l'a rendu encore plus puissant. Elle avait fait une tournée avec Martin Luther King Jr. quand elle avait seulement 16 ans et a chanté à ses funérailles des années plus tard. L'activiste Jessie Jackson a révélé plus tard qu'elle avait aidé à financer de nombreuses tournées et campagnes pour les droits civiques, se produisant souvent gratuitement pour soutenir le mouvement. L'année 1967 a été la percée qu'elle attendait. Après Respect, elle a sorti You Make Me Feel Like a Natural Woman et Chain of Fools. Ce dernier avait été écrit par Don Cove pour Otis Redding, mais Wexler l'a donné à Arta et c'est devenu un autre succès numéro 1 RB, atteignant le numéro 2 du Billboard Hot 100 et occupant la première place RB pendant 4 semaines. Ensemble, ces succès l'ont cimentée comme la reine de la soul. Au cours de sa carrière, elle classerait 112 singles, dont 20 succès numéro 1 RB, plus que toute autre artiste féminine de l'histoire. De 1968 à 1975, elle a dominé les Grammy Awards, remportant le prix de la meilleure performance vocale féminine, RB 8 années de suite. La séquence comprenait Respect 1968, Chain of Fools 1969, Share Your Love With Me 1970, Don't Play That Song 1971, Bridge Over Troubled Water 1972, Young Gifted and Black 1973, Master of Eyes 1974 et Ain't Nothing Like the Real Thing 1965. Pendant cette période, elle a également gagné dans d'autres catégories, y compris la meilleure performance Gospel Soul pour Amazing Grace 1973. Au total, elle remporterait 18 Grammy sur 44 nominations. Sa domination l'a amenée à être la première femme intronisée au Rock and Roll Hall of Fame 1987 et la plus jeune personne à recevoir les Kennedy Center Honors 1995. Sa voix l'a également portée dans des moments d'une profonde signification nationale. Le 9 avril 1968, seulement 5 jours après l'assassinat de Martin Luther King Jr., elle a chanté Precious Lord, Take My Hand à ses funérailles à Atlanta. La performance a atteint des millions de personnes grâce à une diffusion télévisée directe, offrant du réconfort à une nation deuil. Au-delà des performances, elle a utilisé sa richesse et sa renommée pour soutenir directement le mouvement des droits civiques, finançant des organisations et même offrant en 1970 de verser une caution de 250 000 $ pour Angela Davis.
Son activisme comportait de grands risques personnels, car le FBI la surveillait depuis 1967 par le biais de COINTELPRO. Pourtant, elle n'a jamais hésité. Janvier 1972, elle a enregistré Amazing Grace Live à la New Temple Missionary Baptist Church de Los Angeles avec le révérend James Cleveland et le Southern California Community Choir. L'album s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires aux États-Unis et est devenu l'album Gospel Live le plus vendu de l'histoire. Les sessions ont été si émouvantes qu'Arta a fondu larmes pendant les répétitions. L'enregistrement a été filmé par Warner Brothers et est sorti plus tard sous le nom du documentaire acclamé Amazing Grace 2018. Son succès s'est répandu dans le monde entier au début des années 1970 au Juan Lispan Jazz Festival France. Le 21 juillet 1970, elle a interprété un set de 11 chansons qui comprenaient Satisfaction, Respect, Eleanor Rigby et Spirit in the Dark. Elle a également triomphé au Fillmore West de San Francisco devant un public de la contre-culture, prouvant sa capacité à combler les fossés raciaux et générationnels. Ses tournées internationales l'ont transformée une icône mondiale et une ambassadrice de la musique soul et des droits civiques. 1975, Aretha Franklin a été confrontée à un défi qu'elle n'avait jamais connu auparavant. L'engouement pour le disco balayait l'Amérique, changeant la scène musicale que la soul avait dominée pendant des années. Donna Summer a explosé popularité avec des chansons comme Love to Love You, Baby, un morceau qui a duré près de 17 minutes et a grimpé au numéro 2 du Billboard Hot 100 pendant 2 semaines, 1976. Un public plus jeune était attiré par l'énergie et la sensualité du disco et des chanteurs comme Chaka Khan ont commencé à se faire remarquer. Des clubs tels que le Studio 54, qui a ouvert ses portes au début de 1967, sont devenus des monuments culturels où des foules se pressaient contre des barricades juste pour avoir la chance d'entrer. Le disco était plus que de la musique, et c'était un mouvement sur l'évasion et la liberté, très différent des thèmes des droits civiques qui avaient façonné le travail antérieur de Franklin. Pour la reine de la soul, c'était le début d'une lutte pour rester pertinente. La fin des années 1970 a apporté une série de déceptions douloureuses. Alors que Franklin connaissait encore le succès dans les classements R&B avec des chansons comme Until You Come Back to Me et I'm in Love, ses albums ne se vendaient plus comme avant. Les problèmes ont commencé pendant l'enregistrement de Hey Now Hey, produit par Quincy Jones. Bien que le single Angel ait connu un certain succès, l'album a mal échoué lors de sa sortie 1973. Les choses ont empiré avec ses prochains disques Sweet Passion 1977, Almighty Fire 1978 et La Diva 1969, tous des flops. La sortie de 1978, Diva, qui a essayé de capturer le son disco, est tombée à plat et a fini par être son dernier enregistrement pour Atlantic. Pour quelqu'un qui avait autrefois dominé les charts à la fois pop et R&B, ce déclin était choquant. Les albums ont révélé la lutte à laquelle elle était confrontée, essayant de mélanger son style gospel soul avec le nouveau son disco. À la fin de la décennie, il était clair que son long partenariat avec Atlantic touchait à sa fin. 1969, Franklin a fait le choix douloureux de quitter Atlantic Records après 12 ans. C'était le label qui l'avait transformé d'une artiste difficulté, reine de la soul. La relation a commencé novembre 1966 lorsque le producteur Jerry Wexler l'a fait venir de Columbia. Chez Atlantic, elle a créé certains de ses plus grands succès, dont Respect, qui a atteint le numéro 1 des charts R&B et pop avril 1967. Le label l'a encouragée à choisir ses propres chansons et à s'accompagner au piano, donnant à sa musique son pouvoir authentique. Mais 1969, elle devait de l'argent à l'entreprise parce que les ventes étaient basses. Les échecs de ses derniers albums ont rendu impossible de continuer. À 37 ans, elle a dû recommencer après avoir laissé derrière elle un partenariat qui avait donné au monde des classiques comme A Natural Woman, I Never Loved a Man et Chain of Fools. 1980, Franklin a signé avec Clive Davis chez Arista Records.
Davis, connu pour relancer des carrières, croyait fermement son potentiel. Leur partenariat a commencé à porter ses fruits immédiatement. Son premier album, Arista Arta, sorti 1980, comprenait le succès RB, United Together, et une reprise de I Can't Turn You Loose, nominée aux Grammy Awards. 1981, Love All the Hurt Away présentait un duo avec George Benson et une reprise de Hold On, I'm Coming, récompensée par un Grammy. Mais la véritable percée est survenue 1982 avec Jump to It, produit par Luther Vandross. L'album est devenu disque d'or le 1er février 1983, son premier disque d'or 7 ans. Le titre principal a occupé la première place du classement Billboard Hot Soul Singles pendant 4 semaines consécutives et a atteint la 24e place du Hot 100, son plus grand succès pop depuis 1974. Franklin l'a qualifié de l'un de ses préférés personnels, louant son groove comme extra doux. L'album lui a valu un 10e album RB numéro 1, un record, et a prouvé qu'elle avait toujours sa couronne. Sa carrière a monté encore plus haut, 1945, avec la sortie de Who's Zoom in Who. Produit par Narada Michael Walden, l'album l'a pleinement intégré à l'ère de MTV. Il comprenait des collaborations avec des artistes comme The Eurythmics et Clarence Clemons, et il est devenu son album le mieux classé depuis Young, Gifted and Black 1972. Le disque est également devenu son seul album certifié platine. MTV a diffusé ses vidéos pour Freeway of Love, Sisters Are Doing It For Themselves et Another Night Permanence, faisant d'elle une star pour un public plus jeune. Freeway of Love, sorti le 5 juin 1945, est devenu son plus grand single 12 ans. Il a grimpé à la 3e place du Billboard Hot 100 et a occupé la première place du classement des singles noirs pendant 5 semaines entre le 27 juillet et le 24 juin. La chanson lui a valu un Grammy et sa vidéo sur le thème de Détroit est devenue l'une des plus populaires de l'année. La Pink Cadillac, présentée dans la vidéo, est devenue si emblématique que plus de 100 d'entre elles ont figuré dans son cortège funèbre 2018. 2 ans plus tard, elle a atteint de nouveaux sommets avec George Michael dans le duo I Knew You Were Waiting For Me, sorti 1987. Il est devenu un succès numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni, marquant son premier et unique numéro 1 au Royaume-Uni. Il a dominé les charts. Australie, Belgique, au Danemark et Irlande et a percé dans le top 10 de nombreux autres pays. La chanson leur a valu un Grammy et a ensuite été nommé son plus grand single Hot 100 de tous les temps. La vie amoureuse d'Aretha Franklin a été pleine de luttes. À seulement 19 ans, 1961, elle a épousé Ted White. Il était connu sur la scène des clubs de Détroit comme un opérateur lisse, et le producteur Harvey Fuqua l'a un jour décrit comme un homme droit. Leur mariage s'est rapidement transformé en cauchemar avec humiliation publique et abus privés. Un article de couverture du magazine Time 1968 rapportait que Ted White l'avait malmené public et de nombreux témoins ont comparé leur relation à celle d'Ike et Tina Turner. L'impact sur Aretha a été dévastateur. Elle a commencé à boire beaucoup et mai 1967, à Columbus, Géorgie, elle est tombée de la scène et s'est cassé le bras. Au début, l'incident a été imputé aux lumières de la scène, mais plus tard, il est devenu évident que l'alcool avait joué un rôle alors qu'elle essayait d'atténuer la douleur de son mariage raté. Le producteur de disques Clyde Otos a rappelé que leur dernière session studio était bizarre, Franklin manquant des performances et devenant de plus isolé. Les deux ont divorcé 1969. Après cela, elle a eu une relation plus saine avec son manager, Ken Cunningham, qui l'a aidé à arrêter de boire et a soutenu sa croissance tant qu'artiste. Pourtant, le traumatisme de White lui a laissé des problèmes de confiance durables qui ont rendu difficile la formation de partenariats stables pour le reste de sa vie. Sa vie de famille avait été façonnée par un traumatisme bien avant cela.
Quand elle avait 6 ans en 1948, sa mère Barbara a quitté la famille et a déménagé à Buffalo. La rupture est survenue au milieu de rumeurs d'infidélité de C.L. Franklin. Perdre sa mère a laissé la jeune Arta dévastée. 4 ans plus tard, Barbara est décédée, la laissant sans mère pendant ses années les plus importantes. Les luttes ont continué quand Arta a donné naissance à son premier enfant à 12 ans et à son deuxième à 14 ans. Elle n'a jamais révélé les pères et le secret a duré toute sa vie. Son père, C.L. Franklin, avait sa propre réputation de relations inappropriées avec des paroissiennes mineures. Il y avait donc peu de jugement de sa part. Les 4 fils d'Arta, Clarence, Edward, Teddy et Kakov, ont grandi sous le poids. Des secrets de famille, tout essayant de vivre avec une mère dont la renommée exigeait son attention constante. Le foyer des Franklin était rempli de tensions. Sa sœur Irma a dit un jour « La famille faisait toujours attention à ne pas inciter à la colère de son père, un signe de la peur qui planait sur eux. » L'argent a ajouté une autre couche de difficulté. Au cours de sa carrière, Arta a gagné environ 80 millions de dollars. Mais lorsqu'elle est décédée en 2018, sa succession ne valait qu'environ 18 millions de dollars. La raison était une vie de mauvaise gestion financière et de dépenses impulsives. Elle donnait souvent de l'argent à sa famille, à ses amis et à des causes sans penser à l'avenir. Même si elle avait accès à des conseillers professionnels, à sa mort, elle devait 7,8 millions de dollars d'impôts à l'IRS. La dette a bloqué sa succession pendant des années. Ses héritiers n'ont pu accéder à leur héritage que juillet 2022, lorsqu'un règlement exigeait que 45% du revenu trimestriel de la succession servent à rembourser le solde. L'esprit généreux de Franklin la laissait souvent dans des difficultés financières lorsque de grosses dépenses survenaient, comme payer les soins médicaux de son père pendant ses 5 années de coma ou régler des factures d'impôts inattendues. Elle repartait tourner pour gagner rapidement de l'argent. Ce cycle l'a suivie tout au long de sa vie. Lorsqu'elle est décédée, elle n'avait laissé ni testament ni fiducie formelle, laissant son fils ayant des besoins spéciaux sans les protections qui auraient pu mettre son héritage sécurité. Ses problèmes de santé ont été cachés au public pendant des années. On lui a d'abord diagnostiqué un cancer neuroendocrine du pancréas, décembre 2010, et elle a subi une intervention chirurgicale, mais elle l'a gardé secret presque jusqu'à la fin. Ce type de cancer est rare, ne représentant que 6% de toutes les tumeurs pancréatiques. Même ses amis proches et ses associés ne savaient pas à quel point sa maladie était grave jusqu'à peu de temps avant sa mort. Le lundi précédant son décès, des sources ont déclaré à l'Associated Press qu'elle était gravement malade et que sa mort était imminente. Le 16 août 2018, à 9h50 du matin, elle est décédée à son domicile de Détroit, entourée de sa famille et de ses amis. Elle était entrée soins palliatifs quelques jours auparavant. Le moment était particulièrement tragique étant donné que le cancer du pancréas a le taux de survie à 5 ans le plus bas de tous les principaux cancers, avec seulement 9%. Le risque est également plus élevé pour les Afro-Américains qui sont confrontés à une incidence de 28 à 59% plus élevée que les autres groupes. Au moment de sa mort, sa famille pensait qu'elle n'avait laissé aucun testament. Elle avait 76 ans et sa succession, d'une valeur estimée à 80 millions de dollars, devait être divisée à parts égales entre ses 4 fils vertus de la loi du Michigan. La succession comprenait environ 6 millions de dollars, biens immobiliers, espèces, disques d'or, fourrures et précieux droits d'auteur musicaux. Pendant 9 mois, sa nièce Sabrina Owens a été la directrice exécutive de la succession, gérant des propriétés telles qu'un manoir de 1,1 million de dollars à Bloomfield Hills et une maison de Détroit d'une valeur de 300 000 dollars. Compte tenu de la nature privée d'Aretha, la famille pensait qu'il était logique qu'elle n'ait jamais préparé de documents juridiques pour sa fortune. Cette conviction a changé mai 2019 lorsque Sabrina Owens a découvert un testament manuscrit de 4 pages caché sous les coussins du canapé du salon d'Arta. Le testament, daté de 2014,
a été entièrement écrit de sa main. Au lieu d'une signature standard, elle avait dessiné un smiley à l'intérieur de la lettre A de son nom, ce qui était toujours considéré comme légalement valide. Le testament a donné sa maison de Bloomfield Hills à son fils, Hickoff, et à ses petits-enfants. La découverte a stupéfié la famille, d'autant plus qu'elle a été faite au même endroit où elle triait souvent des papiers importants. L'affaire s'est compliquée lorsque les enquêteurs ont trouvé 3 testaments manuscrits. Les 2 plus importants dataient de 2010 et 2014. Le testament de 2010 avait été enfermé dans une armoire et notarié, ce qui le rendait plus officiel, tandis que le testament de 2014, trouvé sur le canapé, semblait moins formel. Les différences étaient énormes. Le testament de 2010, exigeait que Keckoff et Edward suivent des cours de commerce, obtiennent des certificats ou des diplômes avant d'hériter, tandis que la version de 2014 n'avait pas de telles règles. Le testament le plus récent a donné à Keck le manoir de Bloomfield Hills, tandis que le précédent ne mentionnait pas de biens immobiliers spécifiques. Cela s'est transformé une bataille juridique de 5 ans qui a coûté cher à la famille Fray d'avocats. Les litiges successoraux de ce type ajoutent souvent environ 17 000 $ frais juridiques. Mais l'affaire Franklin a probablement coûté beaucoup plus raison de sa complexité. La querelle a divisé ses fils, Keck et Edward, soutenant le testament de 2014, tandis que leur frère Ted White de Hackend a fait pression pour la version de 2010. La révélation la plus choquante est survenue lorsque le testament de 2010 a révélé que Clarence et Edward, ses 2 fils aînés, partageaient le même père. Pendant des années, il avait été rapporté que le père de Clarence était un ami d'école nommé Donald Burke. Mais le testament indiquait clairement que Clarence, né 1955, alors que Franklin avait 12 ans, et Edward, né 1957, alors qu'elle avait 14 ans, avaient tous 2 été engendrés par Edward Jordan. Les mots de Senior Franklin ont montré sa profonde amertume envers lui. À la page 6, elle a écrit que Jordan ne devrait jamais recevoir ni manipuler d'argent ou de biens appartenant à Clarence, soulignant 2 fois le mot « jamais ». Elle a souligné qu'il n'avait jamais contribué au bien-être, à l'avenir ou au passé de Clarence. Cette révélation a exposé la vérité douloureuse sur sa jeunesse et a mis lumière des secrets qu'elle avait gardés pendant plus de